Une élection hors du temps. Le 12 octobre 2025, près de 8 millions de Camerounais sont appelés à choisir leur président. 12 candidats figurent sur la ligne de départ. Parmi eux, le même visage depuis plus de 40 ans, Paul Biya, 92 ans, au pouvoir depuis 1982. Sa candidature pour un 8e mandat consécutif symbolise à elle seule une élection hors du temps, où le changement paraît improbable. Face à lui, une opposition éclatée, incapable de s'unir, affaiblie par la disqualification de Maurice Kamto, figure majeure dont le dossier a été rejeté. Ce climat de division et d'exclusion a transformé l'élection en simple rituel démocratique, sous haute surveillance sécuritaire, sur fond de tensions dans les régions anglophones et de vigilance internationale quant à la transparence du processus. Mais au-delà du scrutin, c'est tout un système politique figé qui se met en scène. Un État où la longévité du pouvoir devient doctrine et où la continuité prime sur la compétition. La campagne présidentielle de 2025 n'a pas ressemblé à une campagne. Le 27 septembre, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais dévoile l'affiche officielle de Paul Biya, « Grandes espérances ». Un slogan porteur de promesses, mais surtout d'un message, la stabilité avant tout. Pourtant, le président est absent du terrain. Aucune tournée, aucun débat public, aucune confrontation. Tout repose sur son image, affiches géantes, posters, vidéos, et même marionnettes à son effigie lors des rassemblements. L'homme n'est pas là, mais son portrait est partout. Il faudra attendre le 7 octobre, soit 5 jours avant le vote, pour voir Biya apparaître en public, à Maroua, lors d'un unique meeting, après des mois de silence. Une campagne délégataire, presque spectrale, où l'image du président tient lieu de présence physique. Les médias étrangers parlent d'une « campagne fantôme », d'un président à l'infini, invisible et omniprésent à la fois. Un paradoxe qui traduit la nature même du régime. Le pouvoir ne s'exerce plus par la parole, mais par le symbole. Paul Biya est devenu une institution vivante, dont la simple existence suffit à occuper l'espace politique. Une gérontocratie sans pareille. Cette élection est aussi le miroir d'un pays gouverné par une gérontocratie assumée. Au sommet de l'État, la moyenne d'âge dépasse 80 ans, Marcel Nyanji Fandji, 91 ans, au Sénat, Kaveyegui Djibril, 85 ans, à l'Assemblée nationale. Autour de Paul Biya, c'est toute une élite vieillissante qui maintient le cap d'un système verrouillé. Un contraste saisissant, car plus de la moitié des Camerounais ont moins de 20 ans. Une jeunesse majoritaire mais sans voix politique, frustrée par l'absence d'alternance et par une gouvernance perçue comme déconnectée du réel. Les conséquences sont profondes, désillusion, désengagement civique, exode des talents et un sentiment d'étouffement collectif. La politique camerounaise semble suspendue entre deux époques, celle d'un pouvoir enraciné dans le passé et celle d'une génération qui aspire à un autre avenir. Le Cameroun apparaît ainsi comme une république des anciens, où le pouvoir se transmet non par succession, mais par longévité. Et tandis que le pays s'avance vers un scrutin présenté comme démocratique, beaucoup se demandent. S'agit-il vraiment d'une élection, ou simplement de la reconduction d'un mythe vivant ? À Maroua, le président camerounais Paul Biya a tenu son premier et sans doute dernier meeting de campagne avant la présidentielle du 12 octobre, de dimanche donc. Une apparition rare, très attendue, dans un contexte où le chef de l'État n'avait pas pris la parole en public depuis des mois. Mais ce rendez-vous politique s'est transformé en moment d'embarras collectif après le discours confus du président de l'Assemblée nationale, Kaveyegui Djibril, visiblement affaibli. Ce bad buzz a rappelé au monde entier la singularité de la gérontocratie camerounaise et l'incroyable déconnexion du système au pouvoir avec un pays pourtant extrêmement jeune, urbain et connecté. Pour décortiquer ça, je suis avec Jean-Bruno Tagne, journaliste, auteur de nombreux ouvrages à succès, dont Accordé avec fraude, un livre qui raconte l'histoire des fraudes électorales au pays des lions indomptables. Bonjour Jean-Bruno. Bonjour Théophile. Alors, on va commencer par évoquer la séquence incroyable du meeting de Paul Biya à Maroua, son président de l'Assemblée nationale, Kaveyegui Djibril, qui déraille, on ne peut pas dire un autre mot, en plein meeting et tient des propos incohérents face à des interlocuteurs sidérés, des organisateurs sidérés également, qui tentent difficilement de lui arracher le micro. On regarde. Chers camarades, celui qui vient de me parler, c'est mon collaborateur. C'est mon collaborateur. Il est avec moi
tous les jours au bureau. C'est mon directeur de cabinet. Si vous ne voulez pas me écouter, ce que je vous dis, écoutez-le. Ouais. Chers camarades, je vous dis, à l'école de ce mois, j'achète les cahiers, j'achète les bics, j'achète tout ce qu'il faut pour les enfants. Alors, oui, chantez, vous les enfants qui ne voulez pas aider vos enfants, chantez. Alors, Jean-Bruno Tagneux, pour les moins avertis en termes de politique camerounaise, qui est Cavaillé Yégué Djibril? Quel âge a-t-il et comment se fait-il qu'il était à cet endroit à ce moment? Alors, Cavaillé Yégué Djibril, c'est un vieux routier de la scène politique et publique camerounaise. Il est à l'Assemblée nationale du Cameroun depuis les années 90, depuis le retour au multipartisme, et il a occupé le perchoir de l'Assemblée nationale effectivement vers la fin des années 90, et il n'est plus jamais reparti. Alors, il a un peu plus de, il a 87 ans, si je ne m'abuse. Et donc, en tant que président de l'Assemblée nationale et originaire de la région de l'extrême nord, je pense que c'est ce qui a justifié qu'il prenne la parole au cours de ce meeting de Paul Biya à Maroua en tant qu'élite politique de cette localité-là. Voilà, donc c'est un personnage auquel les Camerounais sont habitués depuis de longues années, et on l'a vu vieillir, hein. Il a vieilli sous nos yeux, il a perdu un tout petit peu sa lucidité devant les yeux des Camerounais, parce que ça fait très très longtemps qu'il est le président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Donc c'est la scène à laquelle on a assisté qui est absolument épouvantable. On est un peu habitué à ce genre de sortie du président de l'Assemblée nationale parce qu'il le fait souvent à chaque meeting et il aime bien parler, et voilà quoi. Il aime bien parler, mais il n'arrive manifestement plus à parler de manière cohérente. Non, il n'arrive plus à parler de manière cohérente, et c'est ce qui est quand même assez surprenant dans cette scène. C'est carrément lunaire, c'est un gag, parce que on se demande, connaissant un peu le personnage et connaissant ce qu'il est devenu et sachant ce qu'il est devenu ces derniers temps, je me demande qui a permis qu'il prenne la parole à un événement comme celui-là qui était supposé être un giga meeting, l'unique probablement que Paul Biya va tenir pendant cette campagne, et qui malheureusement l'a totalement desservi, parce qu'au lendemain de ce meeting de Paul Biya, on ne parle pas de Paul Biya, on ne parle pas de son discours et des nouvelles promesses qu'il a pu faire aux Camerounais, mais plutôt de cette scène surréaliste avec Cavaillé Yégué Djibril. Donc ça a été un gros loupé dans la campagne de Paul Biya, et on se demande franchement comment est-ce qu'on a pu organiser ce meeting. Il avait, en pareille circonstance, les discours sont bien préparés, relus par les services du président de la République. Est-ce que cela a été le cas avec le président de l'Assemblée nationale, ou alors il est allé au-delà, parce que c'est aussi quelqu'un
qui a l'habitude de faire un peu ce qu'il veut. Voilà, il considère que l'Assemblée nationale, c'est sa république à lui, et il y a des personnes qui lui sont proches qui rapportent parfois ces conversations, hein, où il dit Paul Biya, il règne à Etoudi et moi je règne ici à Ngouaikele, le quartier où est située l'Assemblée nationale du Cameroun. Donc c'est un personnage qui est habitué à faire exactement ce qu'il veut. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce qu'il est allé au-delà du discours qu'on l'a donné et qu'il n'avait qu'à annoncer comme d'habitude? Alors justement, il y a déjà eu de nombreuses alertes sur l'état de santé de Kavaye Djibril, notamment en 2023. Bon, on se demande pourquoi il n'a pas pris sa retraite, parce qu'enfin, je veux dire, il n'a pas été élu tout seul, il a été élu, réélu, alors qu'il n'est manifestement plus en l'état de travailler. Qu'est-ce que cela dit de ce système politique-là, de cette gérontocratie camerounaise-là? En fait, je pense que c'est une stratégie de Paul Biya qui vise à tuer les institutions en mettant à leur tête des personnes presque invalides qui ne peuvent rien apporter à ces institutions. On peut parler du cas de l'Assemblée nationale comme du cas du Sénat, qui est présidé, le Sénat, par un monsieur, Marcel Niad Ndifendi, qui est dans pratiquement, ils ont sensiblement le même âge. Lui aussi, il est fatigué. À plusieurs reprises, on l'a annoncé mort. Il revient toujours à la tête du Sénat. Il ne peut plus tenir toutes les réunions, mais il est maintenu à ce poste. Et la différence avec Kavaye Djibril, c'est que Marcel Niad, lui, au moins, il est discret, il évite les apparitions publiques, sauf celles qui sont obligatoires, comme par exemple présider les séances d'ouverture des sessions du Sénat, à la différence de Kavaye Djibril, qui aime bien parler, qui aime bien s'afficher. Et donc, le maintien de ce type de personnalité complètement fatiguée à la tête des institutions, c'est une stratégie du président Paul Biya pour les tuer. Parce que les principales institutions, les institutions symboliquement les plus importantes au Cameroun, sont dirigées par des vieillards quasi impotents. Il y a le président du Sénat qui est autour de 87 ans, très très fatigué, très malade. Le président de l'Assemblée nationale, 87 ans. Le président du Sénat, oui, 91 ans. 91 ans, voilà. Le président du Sénat, 91 ans, très très malade, tout le temps parti se faire soigner à l'étranger. Le président du Conseil constitutionnel, on l'a vu l'autre jour, qui marchait avec un déambulateur. Donc voilà, on a à la tête d'un certain nombre d'institutions, des individus comme ça qui sont quasi impotents. C'est une manière pour Paul Biya de tuer ces institutions-là, d'éviter qu'il y ait un certain dynamisme, et c'est une manière aussi pour lui de se maintenir au pouvoir. Alors justement, avant des modifications constitutionnelles, le président de l'Assemblée nationale était celui qui devait assurer l'intérim du chef de l'État en cas de vacances. Désormais, c'est le président du Sénat, Marcel Niad Ndifendi, on a dit qu'il a 91 ans, sa réélection en 2023 avait déjà été mal vue par de larges pans de l'opinion publique nationale. On regarde. De la politique, mais il est déjà trop vieux pour diriger le Sénat. Sa place n'est plus là, parce que c'est d'autres personnes qui réfléchissent à sa place. Il n'était même plus debout pour marcher seulement. Moi, je peux dire même que c'est une insulte envers le peuple. Son âge ne permet plus d'exercer de telles fonctions, parce que ce sont de très hautes fonctions. Donc il n'est pas donné, il faut être encore, avoir une certaine vitalité pour pouvoir assumer une telle fonction. Alors, le dauphin dans l'ordre protocolaire, celui qui doit assurer la continuité des institutions, ben voilà, il est plus malade que le président de la République. Deuxième dauphin dans l'ordre protocolaire, le premier vice-président du Sénat, Lamido de Rebouba. Comment expliquer la passion gérontocratique du pouvoir camerounais, Jean-Bruno? Oui, comme je l'ai dit, hein, le président Paul Biya, lui, n'a aucun intérêt à ce que les institutions soient dirigées par des personnes dynamiques, en pleine possession de leurs moyens et capables de leur donner une vie. Quand vous parlez du successeur constitutionnel du président de la République, c'est effectivement le président du Sénat, quelqu'un qui est encore plus fatigué que le président de la République. Et donc, vous imaginez bien que c'est quelqu'un, même dans ses rêves les plus fous, il n'espère pas pouvoir rentrer
remplacer Paul Biya, même pour une seule journée. Et c'est tant mieux pour Paul Biya parce que voilà, il n'a aucune ambition. À l'Assemblée nationale, Monsieur Kavaïgué Djibril, lui aussi, il est fatigué. On lui a confié l'Assemblée nationale qu'il gère comme sa propre république. Il nomme et révoque qui il veut. Bref, c'est sa république à lui. Et donc, c'est tant mieux pour Paul Biya. Au Conseil constitutionnel, on a aussi un vieux monsieur retraité qu'on est allé chercher de sa retraite pour lui confier la présidence du Conseil constitutionnel. Voilà, pareil, c'est une institution de laquelle on ne peut pas attendre grand-chose. La police camerounaise est dirigée également par un aïeux qui a un peu plus de 90 ans. Un ancien policier retraité récupéré pour diriger la police camerounaise par Paul Biya, quoi. Donc, en fait, l'immobilisme, ça, c'est une marque de fabrique du président Paul Biya à la tête des institutions. Il ne veut pas que ça bouge et le meilleur moyen pour que les choses ne bougent pas, c'est de confier un certain nombre de fonctions importantes à des gens qui ne sont pas en capacité de faire bouger quoi que ce soit parce que d'abord, ce n'est pas de leur âge. Vous n'avez pas demandé au président du Sénat de faire quoi que ce soit de révolutionnaire à la tête du Sénat. Pareil pour Kavaïgué Djibril à l'Assemblée nationale. Donc, c'est une véritable stratégie. Il fait espoir. Et à chaque élection, parce que je rappelle que pour devenir président du Sénat, il faut avoir été choisi par le comité central ou alors le bureau politique du RDPC. Et donc, le bureau politique du RDPC qui est présidé par Paul Biya, donc c'est lui qui décide, tel il sera le président du Sénat et cela passe comme lettre à la poste. Pareil à l'Assemblée nationale où Kavaïgué Djibril, depuis le temps qu'il trône à la tête de l'Assemblée nationale du Cameroun, n'a jamais eu de concurrent. Il est toujours proposé par le président national du RDPC, c'est-à-dire Paul Biya, et donc il se maintient au poste. Et aujourd'hui, on est convaincu que tant qu'il est en vie, il continuera à être à l'Assemblée nationale. Justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour la stabilité des institutions? Je m'explique. Si le dauphin constitutionnel et le vice-dauphin constitutionnel sont encore plus vieux et plus malades que Paul Biya, d'autant plus que le Lamido de Rebouba, je ne pense pas qu'un chef traditionnel qui a beaucoup de casseroles et qui est accusé de violation immense des droits de l'homme dans son Lamida, je ne pense pas que ce soit vraiment quelqu'un qui peut exercer les fonctions de président par intérim, mais passons, je veux dire, ça veut dire que quelque part, on appelle le coup d'État au moment de la vacance du pouvoir. C'est écrit, c'est inscrit dans l'histoire quelque part. Ben oui, c'est ça qui rend quand même la question de l'alternance ou du changement constitutionnel au Cameroun assez difficile. Vous l'avez vu, ce qui s'est passé au Tchad à côté, où l'argument qui avait été donné, y compris par la France, parce qu'Emmanuel Macron avait été le seul président non africain à assister à l'investiture du fils de Déby, après ce qui ressemble quand même à un coup d'État. Et à l'époque, la France expliquait que c'est parce que le président de l'Assemblée nationale, si je ne m'abuse, le successeur constitutionnel, avait refusé. Bon, s'il a refusé, il y a un adjoint. Donc, est-ce que l'adjoint a aussi refusé? Et en fait, il y a tellement de vice-présidents dans ce genre d'institution que n'importe qui peut prendre la place si le premier est défaillant. Donc, c'est le même type d'argument qu'on pourrait évoquer le moment venu au Cameroun. S'il venait à avoir une vacance à la tête de l'État du Cameroun aujourd'hui, Marcel Niad Difendi étant impotent, incapable de pouvoir gérer la transition pour organiser de nouvelles élections, on dirait peut-être que l'affaire, le pouvoir devrait être repris par le vice-président, sauf que la loi ne le dit pas. D'autres vont estimer que non, c'est le président de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale qui est dans l'état que nous savons tous. Et donc, la loi ne dit pas non plus qu'en cas de défaillance du président du Sénat, ce serait le président de l'Assemblée nationale. Donc, il y a ce flou juridique-là qui forcément ne peut mener qu'à une instabilité et manifestement à un coup d'État. C'est ça qui rend quand même la question de la succession constitutionnelle très très complexe et problématique au Cameroun. Et donc finalement, on se dit que dans ces conditions, peut-être qu'une élection qui permettrait à Biya de partir serait un
risque plus faible pour les institutions, pour le pays et ses 30 millions d'habitants que finalement la fin du pouvoir de manière naturelle par le décès. Alors, quelle analyse au-delà de tout ça fais-tu de ce meeting de Marois, de Paul Biya, sans doute le seul meeting de sa campagne? Alors, je pense que le meeting de Paul Biya à Marois, c'est malheureusement pas bien déroulé pour lui. D'abord, en termes de participation populaire, il pouvait faire mieux. Le meeting a eu lieu dans un stade avec certes de la foule, mais pas aussi impressionnante que celle qu'on avait vu par exemple en 2018 lorsqu'il était allé à Marois pour le lancement de sa campagne. Et dans cette campagne, on voit certains de ses anciens ministres, je parle de Bello Bouba Maïgari ou bien de Issa Chiroma, qui réussissent quand même à faire des foules beaucoup plus importantes que celles qu'on a vues avec le président Paul Biya. Et il faut ajouter à cela le marchandage, parce qu'il y a un marchandage extraordinaire à chaque sortie du président Paul Biya. Les groupes de danse traditionnels sont convoyés et payés pour être là. Toute l'armée est mobilisée pour son déplacement, les moyens de l'État. On a vu des communiqués qui ont circulé pour demander aux directeurs des écoles de laisser leurs élèves, sinon de les convoyer vers le lieu de meeting de Paul Biya. Donc, finalement, ça a été quelque chose de totalement artificiel, mais qui n'a pas donné les résultats escomptés. Les stratèges de Paul Biya avait parié sur une grosse campagne, l'unique qui ferait date, mais malheureusement, cette campagne s'est transformée en eau de boudin. Non seulement la mobilisation n'a pas été si populaire que ça, mais en plus, il y a eu cette pantalonnade de Kavaïgué Djibril qui finalement a volé la vedette à Paul Biya. À un moment donné, certaines personnes proches du pouvoir ont évoqué l'idée d'un deuxième meeting de Paul Biya, cette fois à Mona Télé. Cela reste encore la rumeur. L'élection, c'est dimanche prochain, on attend. Mais cela paraît assez compliqué quand même. Ça a été une entrée en campagne ratée pour Paul Biya, surtout que il venait quand même de passer quelques jours en Suisse et c'était forcément pour se préparer à ce meeting-là qui finalement n'a pas été la razzia, le raz-de-marée annoncé. Alors justement, est-ce que c'est l'effet Issa Chiroma, est-ce que c'est l'effet Bello Bouba? Est-ce qu'on peut considérer que Biya s'est affaibli dans l'extrême nord et dans le Grand Nord? Oui. Alors, on peut dire effectivement que l'entrée dans cette élection de deux fils de l'extrême nord de la grande région, de l'ancienne région du nord qui compte quand même trois provinces, trois régions, le Grand Nord, trois régions. L'entrée de ces deux personnalités-là qui, il y a encore 3 mois, faisaient partie du gouvernement de Paul Biya, a considérablement fait baisser la popularité du RDPC dans ces régions-là. Et on observe quand même des actes de défiance, c'est-à-dire la mobilisation que ce soit de Issa Chiroma ou de Bello Bouba Maïgari dans ces localités-là est extraordinaire. Les meetings sont très, très courus. On voit dans la rue des attitudes qui sont hostiles à Paul Biya. On a vu par exemple ces affiches qui sont déchirées dans certaines localités de la partie septentrionale du Cameroun. On voit des enfants qui scandent Issa Chiroma, qui scandent Bello Bouba. Voilà, donc pendant longtemps, le Grand Nord, la partie septentrionale du Cameroun, était une espèce de chasse gardée pour Paul Biya, mais cette fois, ça va être un peu plus difficile pour lui. Le désir de changement est assez profond et il semble manifestement avoir perdu le Nord, le candidat Paul Biya. Justement, est-ce que l'extrême nord du Cameroun, dans le fond, est-ce qu'on peut dire que c'est un bastion du RDPC, un bastion fort du RDPC ou un bastion fort de la fraude du RDPC, parce que c'est censé être la province la plus la plus riche en électeurs. C'est censé être l'endroit où les gens finalement récupèrent leur carte d'électeur, sont des électeurs actifs, alors que c'est pas forcément la province où la connexion avec Yaoundé est la plus forte et même où
les habitudes politiques liées à l'éducation, à l'instruction, pardon, sont fortes. Est-ce qu'il y a autant d'électeurs qu'on le dit dans le Nord, ou alors c'est comme lors de la période coloniale, des lieux de bourrage? Je le dis parce que tu as écrit ce livre, oui, Accordé avec fraude, sur les fraudes électorales au Cameroun. Oui, alors bastion du RDPC, bastion de la fraude en faveur du RDPC, c'est tout ça à la fois, même, c'est tout ça à la fois. C'est-à-dire que il y a sur les listes électorales aujourd'hui, l'extrême nord est la deuxième région qui a le plus de personnes inscrites sur les listes électorales. C'est factuel, ce sont les chiffres de Elections Cameroun. Et quand on prend les inscrits de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa, qui constituent les trois régions du septentrion et qui autrefois constituaient une seule et même province, c'est le plus grand nombre d'électeurs dans l'ensemble des régions du Cameroun. C'est pour cela que c'est un enjeu important pour tous les candidats à l'élection présidentielle. Mais jusque-là, c'était un bastion du RDPC parce que Paul Biya avait réussi avec le RDPC à conclure un certain nombre d'alliances avec des personnalités politiques de ces localités-là. Par exemple, Bello Bouba de l'UNDP, Issa Chiroma du FSNC, et donc qui ne se présentait plus à aucune élection présidentielle. En 2018, aucune personnalité de ces régions-là n'était candidate. Donc, il y avait un boulevard qui était largement ouvert au RDPC dans ces localités-là difficiles à prendre par les autres hommes politiques en lice à cette époque-là. Sauf que les choses ont changé cette fois. On a deux personnalités importantes qui sont quand même dans la politique camerounaise, des personnalités qui ont de l'expérience, qui sont connues et peut-être même assez populaires dans leurs différentes régions. Donc, ça fait la différence. C'est également l'endroit, parmi les endroits où on fraude le plus. Et vous parliez de mon livre tout à l'heure, j'avais cité dans mon livre un ancien gouverneur de la région de l'Adamawa, dans la partie septentrionale du Cameroun, Abaka Ahamad, qui raconte dans un livre une partie de ses mémoires comment la fraude électorale est organisée dans cette localité-là. Ce sont des localités qui sont très, très enclavées. Les routes sont difficiles, pratiquement pas possibles. Et il raconte une scène assez extraordinaire. C'est un scrutateur d'un bureau de vote qui doit envoyer le matériel électoral dans un bureau de vote très, très éloigné. Alors, sur sa moto, il est fatigué de faire le chemin. Il s'arrête au milieu de la brousse, là, et lui-même bourre les urnes et remplit les PV, rentre déposer le matériel et après, c'est comptabilisé. Voilà, donc, il y a pas mal de localités qui sont enclavées là, difficiles d'accès pour tout le monde, surtout pour les partis politiques de l'opposition. Mais cette fois, cela va être un peu plus compliqué parce que avec des candidats originaires de ces régions-là, ils auront la possibilité d'avoir des représentants dans ces différents bureaux de vote. Et quand on observe là-bas, le désir de changement, le désir de tourner la page de Paul Biya est assez profond et cela pourrait faire très, très mal au RDPC dans ces localités-là. Merci beaucoup, Jean-Bruno.